Bonjour, merci d'être présent pour cette seconde demi-journée de rencontre professionnelle autour du polar. Alors cette rencontre de formation a pour thématique éditer le polar français aujourd'hui. Alors on discutait un peu hors micro il y a quelques secondes en se demandant s'il y avait un point d'interrogation ou peut-être un autre signe de ponctuation, point d'exclamation. On va pouvoir en débattre avec les deux intervenants que sont Stéphanie Delestré, qui est directrice de collection Série Noire chez Gallimard. Je ne dis pas nouvelle directrice de collection parce que vous avez dû l'entendre un nombre de fois incalculable, mais le fait est que depuis quelques mois, vous êtes à la tête de cette prestigieuse collection, donc on en parlera. J'insiste sur le fait que vous êtes depuis relativement longtemps dans ce métier et dans ce milieu, donc cette collection n'est qu'une étape dans votre carrière et votre connaissance du polar. À vos côtés, Pierre Fourniot, vous êtes fondateur d'une maison d'édition, la Manufacture des Livres, que vous avez créée il y a pratiquement 10 ans, en 2009. Alors je ne sais pas si les micros sont comme ça. On sera sûr que vos paroles seront relayées au fond de la salle. Je ne sais pas si tout le monde entend bien. C'est parfait. Bonjour. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais j'aimerais presque retarder le plaisir en fragmentant la question, puisqu'on a un créateur de maison d'édition et quelqu'un qui à la tête d'une collection qui existe depuis très longtemps, édité du polar français aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà fragmenter en se disant éditer aujourd'hui en France, éditer du polar français, est-ce qu'on ne peut pas séparer en deux? Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui d'être éditeur, tout d'abord? Et est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui d'éditer du polar français? Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Ah bah alors ça, chacun a sa définition de la raison. Moi je suis très contente de ce que je fais. J'ai le plaisir de faire ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours travaillé dans le livre et si vous me permettez un petit moment un peu démagogique, je le dois à mon père qui était bibliothécaire, donc surveillez vos enfants. Moi j'ai toujours vécu entouré de livres et c'est presque naturellement que je suis devenu éditeur passeur, hein. C'est un peu une tarte à la crème mais c'est un peu ça l'idée. J'adore proposer des livres à des gens, des proches ou des gens, des inconnus. J'aurais pu être libraire aussi. D'ailleurs, aux origines du métier d'éditeur, il y avait souvent des éditeurs libraires ou des librairies maisons d'édition. Donc, on fait un peu la même chose, hein. On essaye de proposer des livres à des gens qui forcément s'interrogent sur cet objet un peu bizarre qui peut soit changer leur vie, soit leur tomber des mains. Et donc, moi, j'en ai fait mon métier, donc je suis ravi et je trouve ça très raisonnable. Il n'y avait pas de jugement de valeur, hein, c'était... Alors après, pour être un peu moins angélique, si on fait la colonne plus et la colonne moins, il y a quand même, puisque le sujet c'est sur la France aussi, en France on a la chance d'avoir un réseau de libraires très dense, ce que n'ont pas tous les pays. Et ce réseau de libraires, très concrètement, fait vivre une petite maison d'édition et les grosses maisons d'édition. On a le système du prix unique aussi qui est maintenu, qui permet d'avoir un écosystème assez... Alors les éditeurs se plaignent toujours, hein, c'est toujours la crise, donc je ne vous répéterai pas ce que je vais dire, mais on arrive à vivre en faisant des livres, même quand on est un petit, quand on est un gros aussi. Enfin, Stéphanie en parlerait mieux que moi. On a le réseau des médiathèques, des bibliothèques, ces libraires qui nous soutiennent, donc... grâce à ce soutien, j'allais dire, de la chose publique, à travers essentiellement le prix unique du livre, il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui, j'allais dire, prospèrent. Allez, on va dire qui vivotent, qui survivent. Et puis ces dernières années, il y a eu une vraie révolution technologique, alors qui n'est pas du tout sur le support. Le numérique, ce qu'il a apporté, c'est que moi j'ai monté ma maison d'édition il y a un peu moins de 10 ans, en vendant ma voiture, avec très peu de capital. Et mon correcteur, enfin mes correcteurs, j'en ai un peu partout en France. Les auteurs, par définition, ils sont aussi un peu partout en France. On communique par Internet, on envoie les fichiers à l'imprimeur par Internet aussi.
Tout est dématérialisé, alors qu'il y a encore 20 ans, il fallait fabriquer des plaques, des films, il y avait des coursiers, il y avait des tirages minimum qui étaient de 10 000 exemplaires, l'imprimerie aussi a subi des transformations énormes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un petit éditeur n'a pas besoin de capitaux énormes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes confrères qui sont nés dans les 10 dernières années. Alors avant de passer la parole à Stéphanie, je veux revenir quand même sur un aspect assez important de votre maison d'édition, c'est que c'est une maison d'édition généraliste. Elle ne fait pas que du polar. Non, moi je fais de la fiction et de la non-fiction, comme on dit maintenant. Donc je fais en gros beaucoup de romans noirs, parce que j'aime bien la littérature de genre et le côté populaire et la possibilité justement de s'adresser à un très grand nombre de lecteurs à travers ce genre qui est quand même encore un peu décomplexé. Et puis je fais des documents autour des personnages qu'on rencontre dans les romans noirs ou dans les polars. Des biographies de voyous, de juges, d'avocats, de personnes un peu qui ont changé de destinée ou qui ont fait un peu un pas de côté. Et en fait, tous les héros des romans noirs, j'aime bien connaître leur vraie vie en non-fiction. Donc je fais des allers-retours comme ça entre fiction et non-fiction. D'accord. Dès le départ, vous pensiez qu'il y aurait un équilibre entre ces deux jambes pour faire marcher. Ça a l'air comme ça, très pensé, très structuré et très raisonnable. En fait, dès le départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire. Et je voulais proposer les livres que j'avais envie de lire et de faire lire. Donc après, ça s'est organisé autour de ces deux, parce que j'aime aussi les histoires vraies, j'aime aussi qu'on me raconte des histoires. Donc voilà, après ça s'est structuré un peu autour de ces deux thématiques. Et dans quelle mesure les lecteurs, qui sont peut-être aussi des auteurs, ont influencé vos choix ultérieurs, en vous envoyant par exemple des manuscrits Ben ça, c'est un peu la difficulté du métier d'éditeur, c'est de ne pas publier ce que les gens auraient envie de lire, et de publier ce que les gens vont acheter. Donc si on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent les gens, on arrive à faire des livres un peu standardisés, et malheureusement, pour les patrons de maisons d'édition, ça marche pas comme ça, quoi. On ne sait pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Donc l'industrie du livre, c'est l'édition, on dit souvent ça, c'est un peu comme toute entreprise industrielle, on aimerait faire des produits standardisés, mais on fait que des prototypes. Donc c'est très difficile de dire... alors a posteriori, on arrive à expliquer le succès d'un livre, mais avant, c'est très difficile de dire... on va raconter les histoires d'un petit magicien et la jeunesse du monde entier va acheter ce bouquin-là. Personne ne l'avait prévu. Ou il y a toute l'histoire de l'édition, c'est l'histoire du succès inattendu. Donc il n'y a rien qu'on puisse prévoir, en fait. Alors qu'est-ce qui fait, vous allez sans doute me dire que c'est vous, mais l'identité de la manufacture? Ben, comme je suis tout seul et qu'une personne vient de me rejoindre il y a 6 mois, on va dire que c'est moi, oui. En toute modestie. Ben, c'est surtout les auteurs. Après, on reçoit des textes... mais je vais laisser la parole à Stéphanie, puisque là pour le coup on fait le même métier. On reçoit des textes et puis comme tout lecteur, on est aspiré par ce qu'on lit, on est attiré, on a envie de conquérir des lecteurs avec ce manuscrit-là. Rassurez-vous, je vais lui laisser la parole, mais je veux quand même vous alliez un petit peu au bout. Imaginons que des auteurs vous envoient des manuscrits. Qu'est-ce qui fera que ils seront publiés, ils ont plus de chances d'être publiés, des auteurs de polar, on reste dans le polar français, mais ils auront plus de chances de correspondre à cette identité qui est celle de la manufacture. Est-ce que vous arrivez à la définir ou à faire en sorte de trouver la singularité? J'aimerais bien pouvoir vous répondre. C'est que de la subjectivité en fait. Un auteur d'un auteur qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Laurent Guillaume, qui est maintenant chez De Noël, qui un jour sur un salon a croisé un lecteur qui lui a proposé un manuscrit. Il m'a dit, tu connais un éditeur, ton éditeur est sympa, est-ce qu'il accepterait de le lire, mon manuscrit? J'ai dit, il lui a dit oui, il m'a passé le manuscrit en question, il m'a dit voilà, c'est un roman policier qui se passe dans le domaine du rock dans les années 60. C'est vraiment pas ce que je fais, ça m'intéresse pas du tout, mais j'étais obligé de le lire. Et j'ai adoré, c'est devenu Paul Colise maintenant, qui est un auteur à succès. Donc, si quelqu'un vient avec un résumé, a priori, il y a beaucoup de choses que j'aime pas et j'aime bien publier ce que, a priori, je n'aime pas. Donc, j'aime bien être surpris, pris à contre-pied. Alors après,
C'est vrai que dans la maison, on fait très peu de tueurs en série, parce que là, pour le coup, j'aime pas et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et que je veux pas le refaire. Mais j'adorerais qu'on me propose un tueur en série qui me fasse changer d'avis. Je fais très peu de romans d'investigation, de ce qu'on vous a expliqué ce matin comme étant à la base le roman d'énigmes, le roman policier. Moi, je suis plus dans le roman noir et dans le polar. Et puis, la seule chose que je peux dire, j'ai horreur des clichés, quoi. J'aime bien être surpris. Donc voilà. Mais après, si on commence à avoir des règles, des a priori, on est moins curieux et on est moins susceptible d'être surpris et d'être dérouté. Donc c'est moins intéressant. Paul Colise est un excellent exemple de ce côté-là pour le côté désamorcer et changer et casser les codes et les habitudes. Donc, en effet. On renvoie à sa lecture. Stéphanie, donc je passe évidemment à votre situation, puisque donc vous êtes à la fois éditrice depuis de nombreuses années et aujourd'hui à la tête de cette fameuse série noire. Alors comment est-ce que on s'approprie cette série noire pour éditer aujourd'hui du polar français? Est-ce qu'on le fait en ayant la conscience de ce qu'est la série noire, ou est-ce qu'on le fait en se disant, bah voilà, c'est une nouvelle étape qui s'engage dans l'édition? Je reste toujours sur cette thématique du polar français. Je voudrais juste... Ah mais bien sûr, oui. Enfin, pas répondre, mais dire, compléter, partager ce que disait Pierre. Finalement, ce qui fait aussi, ce qui fait l'éditeur et sa force, c'est que pour défendre un livre, enfin, c'est un tel parcours du combattant d'exister pour un livre, de faire exister un livre, qu'il y a une nécessité absolue qui est d'être complètement convaincu que le bouquin qu'on va publier est formidable. Alors après, les autres peuvent juger que non, il n'est pas formidable, mais si vous-même, vous n'êtes pas intimement emballé, capable de défendre le livre, capable de contrer tous les arguments que les gens avec qui vous travaillez ensuite vont éventuellement objecter en disant mais est-ce que tu trouves pas qu'on l'a déjà fait, que c'est comme ci, que c'est pas comme ça, qu'elle a les cheveux rouges, elle aurait dû avoir les cheveux noirs, ou inversement. En fait, si on n'est pas complètement si on n'est pas vraiment convaincu, ça va être difficile de convaincre tous les autres intervenants de la chaîne, hein, qui sont donc principalement les équipes commerciales, mais aussi les libraires et puis les bibliothécaires et en tout cas tous ceux qui passent le livre au lecteur. Donc ça fait aussi, je trouve que ça fait aussi une politique éditoriale, c'est ça, c'est cette conviction-là. Après, sur la série noire, en fait, je ne suis pas complètement sûre de bien me rendre compte que je m'occupe de cette collection. D'une part, parce que finalement, en me levant le matin, enfin, on me l'a confié, je pense, pour ce que j'avais aussi fait précédemment. Et à savoir, j'avais beaucoup travaillé comme éditrice dans des petites maisons et je connaissais très bien le polar français et les acteurs du polar français. Et puis quand je me lève le matin, en fait, je vais m'occuper des textes, les lire, recevoir des manuscrits. Je suis payée pour lire, ce qui est quand même un métier formidable. Très frustrant parce qu'il y a plein de fois où on aimerait, je sais pas, publier un texte, publier, et on se dit qu'on n'aura peut-être pas l'enthousiasme chevillé au corps nécessaire pour faire exister le livre jusqu'au bout, donc on les laisse sur le côté. C'est 99%, je pense, 0,9 de refus. Donc, imaginez autant de gens qui comprennent pas pourquoi on leur dit non, qui trouvent qu'on a des goûts totalement pourris, qui sont susceptibles et qui n'ont pas toujours raison, mais qui peuvent avoir raison. Voilà. Et une fois de temps en temps, on lit un truc en se disant, bon, a priori, ça m'intéresse pas. Et on tombe sur une pépite. Et puis, une fois de temps en temps, on dit, a priori, ça m'intéresse. Enfin, pas une fois de temps en temps, la plupart du temps, on dit, ah tiens, ça m'intéresse. Puis non. Et puis, l'alchimie se crée pas et on n'a pas... Voilà, on peut objectivement distinguer des éléments qui pourraient être des éléments de réussite. Il y a, quels sont les éléments de réussite? Il y a un patron. J'ai pas de fiche type, mais
on peut, voilà, on pourrait repérer des trucs dont on se dit, ah bah tiens, il y a eu des succès qui ont été faits avec des filles qui prennent le train ou je sais pas quoi, et on a une histoire dans le train, mais ça suffit pas à faire, voilà, ça suffit pas à faire un. Ça ne veut pas dire qu'on va aller contre son goût parce qu'on a identifié Non, des moi, éléments. je suis pas capable. Peut-être que en tout cas, je pense que Pierre, on partage pas mal de choses, mais moi, je suis incapable de ce que je choisis. Après, il y a des choses voilà, quand on arrive dans une maison d'édition, il y a des auteurs qui sont déjà là, avec lesquels il faut travailler. C'est aussi un métier de travailler sur un texte. Hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas non plus obligé de comment dire. Ça paraît paradoxal avec ce que je viens de dire, mais on peut parfaitement adhérer au projet général d'un auteur, à son œuvre, et pas être complètement en phase avec un bouquin qu'il écrit à un moment et continuer quand même de le publier parce qu'on pense qu'il a des choses à dire, qu'il faut qu'il les dise et qu'on accompagne ce projet-là. Et puis aussi, moi avant j'ai travaillé dans d'autres maisons et puis ça arrivera certainement encore chez Gallimard bien sûr, sur des textes que j'ai pas achetés, qui sont pas les miens, qui sont pas mes choix. Et c'est pas grave, voilà. Enfin, j'essaye de faire mon métier, mais je le ferai pas de la même manière que les textes pour lesquels vraiment j'ai un enthousiasme fort. Alors justement, là, vous parlez d'achat. Une des particularités de la série noire, c'est qu'il y a, alors je ne sais pas si on peut parler d'équilibre ou de répartition entre des acquisitions et des textes français. Comment est-ce que ça se... Alors tout est acquisition. Tout, même tout les... est acquisition. Enfin, oui, mais disons qu'il y a des auteurs français qui sont d'abord publiés à la série noire et d'autres qui ne sont pas des acquisitions étrangères, non? Je crois pas. Je suis pas sûre de comprendre la... Oui, il y a des premiers romans et voilà. des traductions. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci de me traduire. Et comment est-ce que vous faites cette répartition? Est-ce vous fixez un pourcentage de textes qui sont issus d'auteurs français et d'autres étrangers ou pas du tout? Alors, je vais le faire. Pour l'instant, évidemment, vu le temps qu'il faut pour publier un livre, je m'occupe essentiellement pour l'instant des textes, en tout cas pour les textes étrangers qui ont été choisis par mon prédécesseur. Voilà. Donc, je ne sais pas, lui, comment il fonctionnait particulièrement. Les auteurs français de la collection que je connais, avec qui pour beaucoup, j'ai déjà travaillé avec eux, que ce soit quand je bossais pour le Poulpe ou pour d'autres projets. Donc, je connais la plupart de ces auteurs de la série noire. Donc, voilà, ils sont là, ils vous proposent des textes. Quand ils les ont finis, on travaille dessus, on les publie dans une sorte de... pas de mécanique, mais de fidélité en tout cas, et de persévérance dans le travail. Moi, je vais m'atteler effectivement et je vais être attentive à ce qu'il y ait une vraie place donnée au polar français, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas dans la collection. Il y a plus d'auteurs étrangers. Et les auteurs étrangers sont achetés, c'est les textes qui sont achetés dans une langue étrangère à des agents. Voilà. Moi, je lis très mal, puisque ce n'était pas ma spécialité, je lis très mal l'anglais, enfin je le lis, mais je ne suis pas en mesure d'apprécier la finesse de la langue. Voilà, et je lis pas d'autres langues, si l'allemand un peu, donc je ne peux me fier qu'à ce qu'on va me dire, qu'à ce qu'un agent va me dire, justement, d'un pitch. Bon, voilà. Et on vient de dire déjà ce qu'on pensait des pitchs. C'est QFD. Petite parenthèse, est-ce que les agents sont extrêmement présents dans l'univers anglo-saxon en général? En France, ils ont commencé depuis quelques années à mettre plusieurs pieds. Est-ce qu'ils sont en phase ascendante ou est-ce que vous avez encore plus de contact avec les auteurs directement? Comment est-ce que le lien se fait aujourd'hui? Je laisse Pierre en alterne. Je pense que la question est... Moi, je travaille pas du tout avec des agents. Si tant est qu'il y en a quelques-uns qui font des auteurs français.
Et je me vois pas du tout travailler avec des agents, puisque une partie essentielle de mon travail en tant qu'éditeur d'écrivains français, souvent des premiers romans, c'est justement cette relation à deux. Et donc s'il y a une troisième personne qui est au milieu, je serais vraiment très mal à l'aise. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, hein. Je vois pas très bien comment je pourrais arriver à établir cette relation assez complexe avec un auteur qui propose un texte qu'on connaît pas, on aime son texte, on a envie de changer des choses, on n'a pas envie d'y toucher, on rentre dans quelque chose de très intime. Quand on publie un premier roman, le romancier qui publie pour une première fois, il est dans un tel état d'attente et de désarroi affectif ou psychologique, que c'est quand même quelque chose de très, très fort dans la relation qu'il y a ensuite avec l'auteur. Après, cultiver cette relation avec l'auteur. S'il y avait un agent, oui, je vois à peu près le concept, mais ça serait, enfin, je pense pas adapté à ce qui fait la spécificité des toutes petites maisons, qui est justement de pouvoir proposer un seul interlocuteur à l'écrivain. Ce qui est pour lui un luxe énorme, puisque c'est une relation qui dépasse le côté strictement professionnel, j'allais dire. Et donc ça, on a moins ça dans les grands groupes. Par contre, si on est un auteur américain ou norvégien, la nécessité d'un agent, effectivement, qui connaisse bien les marchés locaux, les choses comme ça. Mais là, c'est une autre dimension une autre dimension de la profession. L'agent est plus pour le business que pour l'artistique. Oui, ou même un agent peut être très utile pour un auteur français pour choisir la bonne maison. Puisque un auteur français, il aurait peut-être tout intérêt à sortir son premier roman dans une grosse maison, dans une petite maison, dans une telle ou telle. Il y a des agents qui peuvent savoir ça, mais enfin, le marché français étant quand même assez, étant très petit, je pense que quelqu'un qui écrit, qui a un manuscrit, il suffit qu'il aille en librairie, qu'il lise un peu ce que publient les uns et les autres, et il saura a priori chez qui adresser son manuscrit. Donc, je vois pas très bien la valeur ajoutée d'un agent aujourd'hui, à part pour les négocier des droits audiovisuels, les adaptations cinématographiques, des choses comme ça, mais bon. Quand on est au moment du premier roman, ça reste encore assez marginal d'avoir besoin de ces besoins-là. Après, pour les auteurs étrangers, ça c'est sûr que c'est très différent. Moi, le peu de contact, alors le peu de contact pour l'instant que j'ai eu avec des agents, je trouve ça extrême. Enfin, c'est des négociateurs. Enfin, c'est ce que j'en ai vu, donc je veux pas non plus être définitive, mais voilà, c'est des négociateurs. Ils vous envoient un texte. De toute façon, le texte a été publié, parfois a été publié dans son pays d'origine, parfois vendu ailleurs, voilà. Et vous avez à publier un texte qui est tel quel, sur lequel il n'y a rien à dire, rien à faire. Vous pouvez, après, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous l'achetez, vous ne l'achetez pas, mais il n'y a pas de travail, sur le texte, assez peu de contact en fait avec l'auteur. C'est là que je rejoins évidemment ce que disait Pierre. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a une pile d'1,50 m de manuscrits dans mon bureau. M'asseoir par terre, les prendre, puis commencer à tourner les pages, voilà, et puis regarder ce qui accroche, ce que j'ai envie de lire plus ou pas plus, et parfois être un peu désarmé par un texte, trouver qu'il y a plein de choses dont j'arrive pas forcément tout de suite à identifier ce qui me plaît, ce qui me déplaît, et puis le laisser de côté en me disant tiens, celui-là, il y a quand même un truc, et laisser décanter voilà l'intérêt qu'on lui trouve, puis après rencontrer l'auteur pour voilà avoir ce contact avec l'auteur et pouvoir discuter avec lui de ses envies, voilà, s'il a écrit un polar parce que par hasard ou parce que c'était voulu, s'il a d'autres textes ou des envies d'autres textes, enfin c'est aussi une rencontre. Pareil, moi je vois pas trop. Que l'agent, enfin, si après, l'élément qui peut être casse-pied, c'est tout l'élément technique et pratique et juridique derrière, du contrat, de la négo contractuelle, de savoir si les droits sont, je sais pas quoi, quel est l'échelonnage de droits, voilà, de l'administratif qui est un peu moins sexy, quoi. Enfin, disons que la relation qu'il y a entre le publieur, éditeur, enfin celui qui rend public les travaux d'un auteur, aux États-Unis, c'est aux mains des agents. Ce duo, il fonctionne avec un agent, un auteur. Il a son agent, Stephen King, il a son agent avec lequel il a une relation très forte. En France, je pense que c'est lié à la taille du marché,
Il n'y a jamais eu besoin de cet intermédiaire-là, et c'est les patrons des maisons d'édition, ou c'est les éditeurs dans les maisons qui sont pas toutes des grands groupes industriels, qui sont aussi des petites maisons. Enfin, j'y associe Gallimard ou même des maisons comme Albin Michel, qui sont des grosses maisons, mais qui ont gardé ce fonctionnement familial où le patron de la maison peut avoir un échange avec l'auteur, avec plusieurs auteurs de cet ordre, de ce degré d'intimité. Cette relation, elle est remplie dans le monde anglo-saxon ou chez les éditeurs allemands par ce phénomène d'agent qui s'occupe de toute la carrière de son auteur et qui va lui placer, lui, les manuscrits chez tel ou tel éditeur. Mais c'est une organisation du marché du livre un peu différente. D'accord. Je note que tous les deux, vous avez une espèce de relation forte avec le livre en tant que matière vivante et encore attaché à l'auteur. Mais vous avez aussi un point commun dans vos catalogues respectifs, c'est d'avoir Albert Simonin. Et vous, Pierre, parce que vous avez procédé à la republication du Autou, et puis parce que Simonin fait partie du fond de la série noire. Alors j'aimerais que vous me parliez l'un et l'autre de cette importance de faire revivre aussi les grands classiques, que ce soit par des rééditions, des republications, ou par justement la manière de réactiver ce qui constitue le fond historique d'une série. C'est le regard sur le patrimoine et ce qui est aussi, même si cette matière-là n'est plus aussi active sans doute parce que les auteurs ne sont plus de ce monde, mais elles ont quand même aussi une importance pour les lecteurs d'aujourd'hui, avec cette matière désormais classique. Alors moi, Simonin, oui, j'ai publié ce livre qui est en fait une trilogie qui était sortie à la série noire à la fin des années 70. Désolé pour ceux qui sont au fond. Parce que typiquement, c'est le livre que je n'aurais pas lu, puisque Albert Simonin, ça fait penser aux années 50-60. En plus, Albert Simonin, c'était un sale type qui s'est pas bien comporté pendant l'occupation, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui raconte des histoires de deux voyous dans le Paris des années 30. Et on pense au film de Autant Lara, alors on peut penser aussi au film au Tonton Flingueur, puisque c'était lui qui a participé au scénario. Mais bon, typiquement, c'est un livre qui n'a rien à voir avec la mauvaise image qu'on peut avoir de cet auteur-là, et en général du roman noir français d'après-guerre versus le roman américain. Et c'était un peu aussi un défi de publier, puisque c'est un peu l'intitulé de ce dont on parle aujourd'hui, du polar français, c'est de montrer qu'en France, à Paris, en région, dans des villes, il y a aussi des univers qui peuvent être aussi passionnants que les bas-fonds de Los Angeles ou de Chicago, et qu'il y a des auteurs français tout au long du XXe siècle, Stéphanie connaît ça encore mieux que moi, mais qui ont créé un univers imaginaire qui est aussi riche que celui des Américains. Donc c'était un petit côté, j'allais dire, franchouillard, de dire, regardez, il y a des choses qui ne sont pas du tout aussi ringardes que vous puissiez l'imaginer, et qui sont formidables, et qui vous transportent dans des univers incroyables, avec une langue extraordinaire, en plus qui est la nôtre, et qui sont des bouquins très très riches. Mais il y en a beaucoup dans le, entre guillemets, patrimoine, alors essentiellement chez Gallimard, puisque la collection La Série Noire, née après-guerre, a développé ce type de production, mais il y a aussi Le Fleuve dans les années 60, enfin il y a beaucoup de choses à redécouvrir. Donc ça veut dire que vous pourriez à nouveau aussi continuer cette politique de réhabilitation de textes anciens oui, on en ressort toujours. Ouais. Et faire en sorte qu'ils redeviennent contemporains Absolument, parce qu'il y en a qui sont de toute éternité, comme des classiques de la littérature française, ce qu'ils sont d'ailleurs. Le polar d'aujourd'hui, pour rester dans la thématique, je me raccroche comme je peux, mais il l'est aussi dans ce patrimoine-là, le polar d'aujourd'hui. Alors après, on pourrait rouvrir le grand débat de la classification du polar, du roman policier, du roman noir. Alors, je sais pas, et aller dire, tiens, on peut aller reprendre des... Je publie par exemple un auteur en ce moment qui a beaucoup de succès qui s'appelle Franck Bouys, qui fait du roman noir qui se déroule en dehors des centres urbains, pour faire simple, dans les Cévennes, dans le Limousin. Des romans de ce type, il y en a eu depuis tout au long du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'auteurs. À ce moment-là, on pourrait dire, tiens, Jean Giono, on pourrait le ressortir et le faire découvrir aux lecteurs de polar. Ça pourrait être intéressant. Germinal, c'est aussi un roman noir social très fort, avec un drame à la fin. Donc, toute cette classification, en fait, tous ces bouquins-là, c'est de la littérature. Donc, ils ont tous besoin d'être réexploités dans le patrimoine. Enfin, c'est aussi
le boulot d'un éditeur de dire oui, on republie Albert Simonin et les lecteurs vont se dire tiens, c'est bizarre, Albert Simonin, ça devrait avoir disparu, c'est complètement ringard. Et en fait, pas du tout. Ça fait plus penser à Chester Himes qu'à Audiard par certains aspects. Donc ça mérite d'être découvert, oui. Stéphanie, évidemment, la question sur le fond de plusieurs milliers de titres avec ou sans numéro de la série noire. C'est une question qui ne s'est pas posée pendant les 10-12 dernières années à la série noire, puisque mon prédécesseur avait décidé que ça le concernait, que le fond ne l'intéressait pas. C'est peut-être pas le bon vocabulaire. En tout cas, il n'avait pas envie de faire ça. C'était pas une priorité, on va dire. Ni une priorité, ni pas une priorité, parce qu'il n'a rien du tout réédité et laissé partir plein de titres du catalogue qui ont été republiés et remis en valeur, que ce soit Pierre, mais pour les auteurs étrangers par Oliver Gellmeister, qui a torpillé, non, pas torpillé le fond, mais qui a fait ce qui n'est... Non, mais oui, je le dis parce que je me suis pas encore approprié cette collection suffisamment, mais qui a fait le boulot qui devait être fait, c'est-à-dire de permettre au lectorat d'aujourd'hui de lire des textes qui, pour de multiples raisons, avaient disparu des tables de libraires, ou des textes qui avaient été traduits un peu rapidement ou avec les contraintes qui étaient celles de l'après-guerre. Donc on stigmatise énormément les traductions de la série noire, mais c'était quand même la condition assez générale de la traduction en France après-guerre. Il n'y a pas que la série noire qui a dévasté des textes. Donc voilà, donc Oliver a réédité ce qui lui semblait intéressant et important de rééditer, et ce qu'il se sentait capable, lui, de défendre et porter auprès des libraires. Moi, c'est ma formation, mon amour des lettres, je sais pas, ce qui fait que je vais m'y recoller, donc t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu dis. Non, mais... Les beaux jours sont finis. Non, au contraire, je trouve qu'il faut vraiment qu'on soit tous, on a toutes les bonnes volontés, voilà. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sera jamais assez nombreux pour publier de nouveaux auteurs et continuer à faire vivre des auteurs historiques. Donc c'est pas... Voilà, mais je vais m'y atteler. Oui, bien sûr que je vais m'atteler à cette tâche dès que j'aurai un peu de place dans mon programme, parce qu'on est aussi quand même... Il y a un autre élément qui est qu'on est limité par... le nombre de nos publications, même si libraires et bibliothécaires trouvent qu'on publie beaucoup trop, et globalement c'est juste, mais quand on est éditeur, on n'a jamais suffisamment, jamais suffisamment de place, quoi. Moi je voudrais pouvoir publier 2 fois plus que ce qu'on m'autorise pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire et que je peux pas faire parce qu'il n'y a pas la place. Justement, est-ce que on peut connaître ces contraintes? Est-ce qu'elles sont d'ordre publication mensuelle ou est-ce que manuel? Il y a un volume à ne pas dépasser? Le volume à ne pas dépasser, c'est ce qu'on est en mesure de défendre en termes de commercial, de presse, c'est-à-dire ce qu'on peut proposer aux libraires qui ont des tables qui, elles, sont limitées, ou des étagères, voilà, et sur lesquelles on ne peut pas mettre l'intégralité d'une production Gallimard, donc il faut partager avec les autres. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas défendre plus, en tout cas en polar, la série noire. Si on fait plus de 2 titres par mois, on flingue on donne peu de chance. C'est ça, on donne peu de chance à un des titres, ou 2 des titres d'exister. C'est-à-dire que matériellement, les libraires et les bibliothécaires peuvent pas ni tout lire, ni tout conseiller à leurs lecteurs. Si on en fait trop, ils lisent pas, et s'ils lisent pas, ils peuvent pas conseiller correctement. Donc on n'a pas intérêt à en faire trop. Parler de l'importance, c'est le lieu ou jamais,
de prescripteurs que sont les libraires, les documentalistes, bibliothécaires, dans les lieux de diffusion. Les festivals, comment est-ce que vous mesurez, puisqu'on est aussi dans le cadre d'un festival, comment est-ce que vous mesurez les interactions qu'il peut y avoir auprès des auteurs et des lecteurs? Comment est-ce que la diffusion se fait et dans quelle mesure, soyons honnêtes, est-ce que ça dynamise aussi le marché du polar? Alors dans l'édition du polar français, c'est très clair puisque je pense que dans les autres secteurs de l'édition, il y a peut-être en bande dessinée encore moins, c'est vraiment un secteur où il y a des festivals à peu près tous les week-ends de février à octobre. Et ça nous soutient énormément, puisqu'il y a beaucoup de lecteurs qui viennent, il y a des lecteurs fidèles, il y a des lecteurs passionnés. Et donc cette possibilité de pouvoir échanger avec les lecteurs, de pouvoir présenter les livres avec leurs auteurs, ça fait partie aussi des raisons qui poussent un petit éditeur comme moi à publier du polar, puisque dans d'autres secteurs, il y a la poésie, mais il y a moins de soutien comme ça. Il y a un contact direct avec un lectorat. Souvent, je prends l'analogie de l'édition avec l'agriculture, ça ressemble beaucoup par beaucoup d'aspects. Le fait qu'on ait des petits marchés comme ça un peu partout en France, ça permet d'écouler nos produits, comme dirait un petit producteur, de rencontrer des consommateurs avertis qui préfèrent lire certains types de production plutôt que tel autre. Et c'est vrai que le secteur du polar français, alors ça date un peu des années, depuis les années 70, où il y a eu tout un mouvement militant autour du roman noir social, où il y a eu du roman politique, où il y a eu un lectorat, donc il reste encore des festivals très dynamiques. Alors je ne parle pas qu'il y ait du polar, qui est la Rolls un peu du genre, et qui est beaucoup plus important pour nous que le Salon du Livre ou d'autres manifestations comme ça, mais il y a dans plein de villes en France des salons de ce type, ou des libraires qui soutiennent, qui ont des actions et qui aiment faire rencontrer les auteurs des livres, leur faire rencontrer les lecteurs. Donc c'est aussi important économiquement pour nous. C'est la même chose pour... Oui, c'est important, bien sûr, c'est très important. Et puis c'est aussi important parce que la plupart des festivals, il y a une grande partie des festivals qui sont qui impliquent les lecteurs d'un réseau local. Et les lecteurs d'un réseau local, c'est la bibliothèque, la médiathèque, il y a forcément un libraire dans la boucle, donc c'est quand même que des gens qui lisent, qui aiment lire, et qui aiment parler de livres et de leur lecture. Voilà, et tout ça, c'est vraiment un maillage de lecteurs petits et grands qui est indispensable pour faire connaître... En tout cas, pour faire connaître des auteurs qui ne le sont pas tellement, parce que c'est vrai qu'une fois que des auteurs sont très connus, ils n'ont peut-être plus autant besoin, peut-être ce sont les festivals qui, à ce moment-là, ont besoin de leur notoriété pour attirer de nouveaux, de nouveaux lecteurs, mais sinon, pour faire découvrir des lecteurs, oui, moi j'ai 100 000 exemples, parce que je suis dans une grosse maison là depuis 6 mois, un peu plus longtemps, depuis 5 ans, mais sinon toute ma vie je l'ai passée dans les petites maisons d'édition, et ça finit par être un peu fatigant parce qu'il faut trimballer les cartons, mais... C'est aussi un des avantages du lectorat du polar, mais vous devez le voir dans les bibliothèques, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs de ce type de romans noirs, policiers, qui sont moins intimidés par le livre et moins intimidés par la littérature. Donc on peut leur amener à faire découvrir des choses un peu différentes. Et c'est plus évident de faire lire Giono, je prenais cet exemple tout à l'heure, en disant qu'on peut y trouver un roman noir rural, plutôt que de venir brutalement proposer des titres qui sont en littérature dite blanche, avec tout ce que ça suppose de complexe pour les lecteurs ou pour les gens qui n'ont pas été... faire des études supérieures, ce type de lecteur, ce type de roman, avec cette excuse du genre, entre guillemets, est beaucoup plus accessible en fait, et beaucoup plus populaire. Alors, je pense qu'il va y avoir un temps d'échange aussi avec la salle, mais auparavant, j'aimerais vous poser une question qui va faire un peu la transition avec les festivals et la dimension internationale. Puisque vous avez, je pense, l'occasion d'aller dans les foires et les salons internationaux, quelle est la perception que vous avez ressenti de ce polar français? Est-ce qu'il est particulièrement
apprécié? Est-ce qu'il y a, alors peut-être au niveau des acquisitions, des choses particulières que vous avez pu relever, et est-ce qu'il y a un lectorat qui se dessine et qui a une forme ou une sociologie particulière? Est-ce que c'est à l'étranger? Ouais, à l'étranger. Est-ce que vous avez identifié des... Moi, modestement, j'ai vendu quelques titres, beaucoup en Allemagne, beaucoup, et surtout en Allemagne et Italie, Espagne, un seul en Angleterre, aucun aux États-Unis. C'est un peu à l'image du reste du marché du livre français et de l'intérêt que les étrangers portent à la culture française aujourd'hui par rapport aux années 60 ou auparavant. Après, je parle sous le contrôle de Stéphanie, mais les auteurs qui dépassent des chiffres de vente très élevés, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais à ce moment-là, mécaniquement, ils intéressent les agents étrangers. Ils disent un bouquin qui s'est vendu à 100 000 exemplaires en France peut éventuellement intéresser un autre marché, mais même pas. Bon. L'exemple que j'ai, c'est quand j'étais précédemment chez Albin Michel et je m'occupais donc de Bernard Werber et de Maxime Chatham, notamment. Et Maxime, il n'est pas traduit, il a beau vendre des centaines de milliers d'exemplaires chaque année, il n'est pas traduit en Angleterre ni aux États-Unis, c'est son grand désespoir, mais ça n'intéresse pas les anglo-saxons. Il n'est pas... après, si, il y a toujours une sorte... Alors, c'est pas du tout mon métier, mais il y a une sorte toujours de petite liste de pays, on vend en Italie, en Grèce, en Espagne, donc il y a toujours un certain nombre de traductions et on peut facilement après faire des bandeaux en disant traduit dans 17 langues. La principale étant, c'est l'Eldorado pour les auteurs français, c'est d'être traduit en anglais et en américain. Ça arrive extrêmement rarement. Je pense qu'à part Le Maître et Fred Vargas, Ferré l'a été, pour prendre un auteur de la série noire. Je crois qu'il a dû vendre 1763 exemplaires de son bouquin et encore, il a dû en acheter la moitié quand il est allé se balader. Non, mais j'exagère évidemment parce que... mais en fait, le polar est quand même un roman qui est devenu scandinave, mais qui était américain. Même si, avec Pierre, on défend énormément les auteurs français, bien évidemment. Et je crois que ça n'intéresse pas des masses. Enfin, je ne suis pas sûre que les Américains soient intéressés énormément, en tout cas en quantité, par autre chose que par eux-mêmes. Mais ceux qui lisent. Mais en tout cas, ils lisent pas d'auteurs français. Enfin, voilà, je ne crois pas que le genre... Le polar français intéresse ni beaucoup les Scandinaves, ni beaucoup les Américains. Moi, je trouve ça pas super grave. Ça désespère les auteurs. Le roman noir, tel qu'on l'entend ici, tel qu'on vous a expliqué ce matin ce que c'était, aux États-Unis, il n'est pas vendu comme détective novel. Et il n'a pas beaucoup de succès. James Ellroy, il a plus de succès en France qu'aux États-Unis. Donc pour eux, le roman noir, le roman détective novel, ça correspond à un genre encore plus... segmenté que chez nous, et ça doit avoir des codes. Quand ils lisent nos romans noirs, ils disent qu'est-ce que c'est que ça, ça n'a rien à voir avec un détective novel. Donc pour le moment, ça reste des territoires à conquérir. Il y a très peu de il y a très peu de traductions. Voilà. Des nouveaux marchés qui s'ouvrent pour les auteurs. Je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Que ça soit... Ah oui, juste à côté du micro. Alors, j'aurais une question. Ça concerne plutôt tout ce qui est plateforme, Internet, on va dire. Tout ce qui est du genre Wattpad, Scribd et d'autres choses. Parce que j'ai vu pas mal de livres qui ont été d'abord publiés sur ces plateformes-là avant d'être repérés par des maisons d'édition. Bon, ça souffre quand même d'une certaine réputation, on va dire. Alors, est-ce que vous pensez que pour tout ce qui est édition... toutes ces plateformes, c'est plutôt une sorte de frein ou de tremplin? Vas-y. En fait, je voudrais quand même... je ne sais pas ce que vous représentez comme travail, ce que représente notre travail, mais Pierre, je sais que tu le fais aussi un peu, mais moi, je passe un temps infini à lire les textes et à les corriger. Et quand je dis corriger, c'est pas corriger les fautes d'orthographe, parce que ça... Je veux dire, c'est pas tellement, c'est pas ça mon métier, notre métier, mais quand même à
voilà, à travailler le texte. Dans le détail, c'est compliqué de dire. Ça peut être des commentaires sur la cohérence, ça peut être des commentaires sur le style, ça peut être des commentaires sur, je sais pas, sur un personnage qui est un peu faible ou au compte. Enfin, voilà, mais il y a un énorme travail sur le texte qui est fait, qui n'existe pas quand il y a ces publications sur les plateformes. En fait, c'est le texte brut de l'auteur, mais dans les textes que j'ai publiés, soit chez Gallimard, mais surtout avant, il n'y a pas un texte qui a été publié, ou peut-être 2, qui ont été publiés quasiment tels quels, sans aucune modification faite par l'auteur. Donc en fait, on a quand même tout un boulot qui ne se voit absolument pas, qui souvent, on entend souvent dire, on lit souvent que l'éditeur n'a pas fait son taf ou mal fait son travail. Alors il arrive qu'en effet certains le fassent pas ou mal ou je sais pas quoi, ou pas comme le lecteur aurait voulu que ça soit fait. Mais il y a quand même un énorme, on fait quand même un énorme boulot totalement invisible. Et c'est tant mieux, qui n'existe pas quand on lit. En fait, quand on lit sur les textes sur les plateformes. Il n'y a pas tout ce travail-là, quoi. Mais il peut y en avoir des très bons. Hein. Oui, ce qui n'empêche... Vu la quantité qu'il y a. Voilà. Ça donne peut-être l'illusion... Alors, je sais que chez Albin, par exemple, il y avait vraiment... Il y a une personne qui regardait de plus en plus fréquemment ce qui ressortait sur ces plateformes. Voilà. Parce que ce que ça donne comme information, c'est le nombre de lectures. Donc, c'est censé augurer, éventuellement, d'un lectorat possible une fois publié en papier. Il y a eu quelques expériences qui ont été menées, donc de bouquins qui avaient bien marché sur des plateformes et qui finalement ont été publiés, qui ont connu une version papier. On connaît les 3 exemples qui ont été, montés en épingle de grands best-sellers, etc. Mais enfin, l'essentiel de ce qui s'est fait dans la matière, c'est des flops monumentaux. Parce que entre lire sur une plateforme un texte gratos et puis aller dépenser 20 balles pour l'acheter en papier, il y a quand même une marge qui est les 20 € que vous avez envie ou pas de dépenser, ou que vous avez à dépenser ou pas. Et on sait très bien que, en fait, on les a peu. Donc moi, ça m'inquiète pas. Enfin, même pas peur. C'est pas du tout du mépris ou du... C'est une autre source pour trouver des manuscrits, en fait, hein, éventuellement. C'est intéressant, justement, avant que monsieur prenne la parole, de revenir sur ce qui est le travail brut de l'éditeur, qui est souvent un peu négligé ou qui a tendance à être un peu passé sous silence. J'ai coutume de raconter... j'ai une fille qui a grandi maintenant, mais quand elle était petite, elle me demandait ce que je faisais comme métier. Donc je lui ai expliqué, elle m'a dit, mais bon, il y a le monsieur, il écrit le livre, c'est l'écrivain, il y a celui qui imprime le livre, qui le fabrique, puis après il y a le libraire, je comprends pas ce que tu fais. Et donc le métier qu'on n'arrive pas à expliquer à un enfant de 4 ans, je me dis, ça doit être quand même un drôle de métier. Ça fait partie de cette difficulté, puisque, alors, on fait quelque chose... il y a évidemment le choix, mais il y a aussi le travail avec l'auteur. Il y a le travail avec l'auteur qui n'est jamais le même selon l'auteur. Il y a des auteurs avec lesquels, j'allais dire, on travaille du début à la fin, mais c'est quand même leur livre. Et puis il y en a d'autres avec qui c'est beaucoup plus difficile. Et puis il y a parfois des manuscrits qui arrivent, il y a juste à corriger les fautes d'orthographe. Ça peut arriver, c'est assez rare. Et puis il y a des manuscrits qui sont parfaits pour telle maison d'édition et qui vont faire un flop dans une autre maison d'édition. Parce que l'éditeur, la marque apporte autre chose. Un livre qui sort chez Gallimard, c'est pas tout à fait la même chose qu'un livre qui sort à la manufacture de livres ou qui sort en auto-édition. En fait, tout ça fait une alchimie qui fait le charme de ce métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette. Enfin, dans notre domaine de la fiction, après, dans le livre de cuisine ou dans le livre scolaire, évidemment, c'est une autre économie. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de martingale. Ceux qui ont essayé d'en faire, quand ils y arrivent, chapeau, mais je crois que c'est assez rare. Et puis, s'il y avait une martingale, les éditeurs l'auraient trouvé depuis longtemps, quoi. Justement, pour creuser cette question, quels sont les principaux problèmes que vous trouvez quand vous recevez des manuscrits au niveau de l'écriture?
Hormis l'orthographe. Non, mais ça, on en... Ça va. On n'en parle pas. Non, parce que c'est... Enfin, on peut avoir des manuscrits formidables avec des gens qui sont nuls en orthographe, ça arrive. Ou qui sont dyslexiques, donc voilà, c'est encore un autre problème. Mais enfin, l'orthographe, c'est autre chose. Bah, il y a tous les... En fait, on reçoit... toutes sortes de manuscrits, donc il y a tous les problèmes possibles, c'est-à-dire une histoire dont on a rien une histoire qui tient pas la route. Parfois c'est même pas écrit. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que on va même pas parler de style, c'est-à-dire que l'écriture, la syntaxe n'est pas respectée. Enfin, voilà. Mais de gens qui parfois pensent que ils maltraitent la syntaxe parce que moi, après, c'est un auteur avec lequel j'ai travaillé, mais qui avait fait un livre pas mal, hein, enfin même très bien, mais en faisant des, je sais pas, en se racontant qu'il pouvait maltraiter la syntaxe. Je lui dis, commence par me faire une phrase correcte, et puis après, on en reparlera. Dans 10 ans, tu pourras peut-être essayer de maltraiter la syntaxe, et puis avoir en tête de réinventer la langue. Mais déjà, commence par l'écrire correctement, et puis ça sera pas mal. Ça lui a pris un certain temps. Voilà. Après, il y avait des personnages qui tenaient très bien. Je sais pas. En fait, il y a des problèmes à chaque niveau du texte, que ce soit l'écriture, que ce soit l'histoire, que ce soit les personnages. C'est pour ça que c'est 99% du temps, la réponse est non. En termes de lecture de ce genre de manuscrit, vous allez jusqu'où? Une ligne, un paragraphe, une page, pour vous apercevoir que ça ne tient pas la route en termes d'écriture? Parfois, je vais vous dire, c'est même dès la lettre d'accompagnement. Mais bon. Voilà. Mais après, c'est le boulot aussi. Enfin, moi, j'aime ce métier parce qu'aussi, je ne sais jamais à quel moment je vais trouver... Soit ça me fout en rogne, mais il y a des moments où quand même, quand vous tombez sur un manuscrit et que vous dites c'est super, ben, ouais, c'est ça, c'est la pépite au milieu de la bouillasse, et vous êtes heureux. Puis on n'a pas tous les mêmes pépites, même si souvent quand même on a à peu près les avis convergents. Mais donc ça peut être une page, ça peut être 50. Le truc le pire, c'est le manuscrit qui a l'air bien, qui est à peu près bien. C'est-à-dire, celui qui est vraiment nul, il nous fait pas perdre trop de temps, parce on sait qu'on n'en fera rien. Voilà, donc ça va très vite. Ce qui va pas très vite, c'est celui où il y a peut-être quelque chose et vous êtes obligé de le lire jusqu'à la fin pour voir s'il y a peut-être quelque chose. Puis en fait, à la fin, il n'y a rien, ou en tout cas pas assez pour que vous déclenchiez tout ce processus, c'est-à-dire vous, les gens qui vont corriger après, les gens, etc., jusqu'à vous qui les prescrivez. Voilà, il n'y a pas assez pour qu'on se dise ah ouais, là ça vaut le coup quand même de mettre toute cette machine en marche. Vous n'avez pas le test de la page 99 Moi, alors, je crois que c'est Elmore Leonard qui disait les bouquins qui commencent par la météo, déjà, ça, c'est pas bon. Et alors maintenant, j'ai ça en tête, et souvent les manuscrits commencent sur la place inondée de soleil et compagnie, donc il faut résister à se dire. Donc c'est des a priori, donc comme tous les a priori, ils sont mauvais. Non, mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de manuscrits de gens qui ont lu quelque chose ou qui ont vu un film et qui le re-racontent. Et bon, et c'est plutôt bien écrit. Enfin, il n'y a pas d'histoire de faute d'orthographe, ou enfin pas trop. Mais on reçoit beaucoup de manuscrits comme ça. On se demande, oui, c'est le. Alors des fois, j'appelle les gens en disant mais ça ressemble quand même beaucoup à. Ah bon? Ah ben non, j'ai pas vu. C'est peut-être honnête d'ailleurs. Non, après moi, comme j'aime bien être surpris. Je continue quand même quelques phrases, quoi. Puis après ça s'enchaîne ou ça s'enchaîne pas. Hein. C'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est souvent des gens. C'est un peu la difficulté pour. Alors moi, j'écris pas du tout. Hein. C'est des gens qui pensent au lecteur. Qu'est-ce que les gens ont envie de lire? Qu'est-ce que je vais raconter qui va plaire? Donc ils mettent tous les ingrédients qu'ils pensent bien. Et puis du coup, je trouve que ça marche pas du tout. Mais si on pense pas au lecteur, ça doit être aussi très difficile d'écrire. Donc c'est vraiment une quadrature du cercle. Ou des gens qui fictionnent, c'est-à-dire moi je vois beaucoup de bouquins dont je me dis, de manuscrits dont je me dis, c'est la vie de cette personne,
avec un élément de polar, genre il a un personnage qui tue son patron, qui tue sa femme, enfin, ou une femme qui tue son mari, enfin je veux pas de... Une bibliothécaire tueuse en série. qui tuerait des auteurs qu'elle jugerait. Non mais il y a quand même aussi assez souvent... Un truc pas mal, là. Il y a peut-être voilà, de gens qui racontent leur existence. Les auteurs se servent évidemment forcément de leur matériau qui évidemment est fait de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, etc. On ne peut pas raconter autre chose que ce qu'on connaît déjà, mais c'est le talent en fait après. Puis ça dépend des éditeurs. Moi j'ai publié Laurent Guillaume dont je vous parlais tout à l'heure, un roman qui s'appelle Doux comme la mort. C'est un roman qui met en scène, c'est un thriller avec un mercenaire qui poursuit une vengeance. Un personnage à la Bruce Willis, un mercenaire français qui est au Mali et qui va se venger de la terre entière parce qu'on lui a assassiné son mari. Parce que ce mercenaire, il est marié avec un homme, un antiquaire à Paris, qui est assassiné dans le cadre d'une machination. Et donc il avait envoyé à plusieurs éditeurs et un éditeur prestigieux qui lui a dit « mais je comprends pas, ton truc c'est bien, mais pourquoi il est marié à un homme? C'est complètement ridicule. Bruce Willis, il n'est pas marié à un homme, donc il doit être marié à une femme. » Moi, c'est ce qui m'intéressait dans ce bouquin-là, parce que je ne suis pas cet éditeur prestigieux. Et effectivement, il n'a pas eu le même destin, parce qu'il s'adressait à un lectorat un peu différent. Mais le premier livre que j'ai publié, l'héroïne, elle meurt au milieu. Typiquement, chez un éditeur qui a des besoins plus standards, il va dire qu'est-ce que c'est que ce truc où l'héroïne elle meurt? Il y a une fusillade et puis des fois ça arrive dans la vraie vie. Le héros il meurt, on se dit dans un film qu'est-ce qui se passerait? Là ça se passe. L'héroïne meurt, donc après le livre continue. Mais c'est vraiment très particulier, donc on s'adresse pas à des... C'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors Stéphanie, elle vient des petites maisons et elle est dans une maison encore, j'allais dire à taille humaine, même si c'est un gros groupe, mais moi c'est plus facile de faire ce que je fais parce que je suis tout seul et indépendant, il n'y a que moi qui décide et je ne suis pas condamné à publier, à vendre 20 000 exemplaires d'un bouquin. Donc je peux faire encore des choses un peu, entre guillemets, marginales, ou je peux faire du bio, quoi. Et c'est un luxe que je n'aurais pas si j'étais dans un grand groupe, puisque en plus dans les grands groupes, et encore une fois je ne parle pas de Gallimard, mais c'est vrai que la littérature de genre et le polar, puisque c'était le thème, sont souvent associés à des gros succès commerciaux. Depuis toujours on dit, c'est ce qu'on disait chez Gallimard après-guerre d'ailleurs, c'est pas terrible, mais au moins ça se vend. Donc il y a quand même dans la culture française cette idée que le roman noir, bon c'est pas terrible, mais au moins ça se vend, quoi, et ça fait vivre le reste de la maison. Donc il y a des enjeux commerciaux beaucoup plus élevés que si on fait de la poésie ou de la littérature blanche, où là par contre c'est beaucoup plus beau, mais on a moins d'ambition commerciale. Donc c'est dur d'être dans les grands groupes et de faire ça. Je te mets la pression. Allez-y. Bonjour. Moi je voulais vous poser une question par rapport à la lecture, en fait. C'est votre travail principal quand vous êtes éditeur. Oui. Et alors, ça m'a fait penser, tous les gens qui sont ici lisent. Quand on lit, je ne sais pas comment réagissent les autres, mais je pense que c'est ça. On choisit des bouquins qu'on a choisis. Des fois, on connaît les auteurs, des fois pas. Et à un moment, enfin moi, c'est ce que je ressens. Il y a un moment, il y a un point de bascule qui fait que moi, je me dis, ah oui, ce livre, il est bien. Alors des fois, ça ne correspond pas à ce que j'attends. Des fois, je ne le finis pas parce que je trouve que c'est trop, enfin, surtout dans le policier. Hein. Mais je me dis, c'est bien. Et je m'en souviens de ce bouquin. Je m'en souviens, ça me reste. Est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce que quand vous êtes éditeur, vous et vous aussi, Stéphanie, est-ce que c'est la même chose dans votre choix? Que vous vous dites, bah oui, alors je vais essayer de l'éditer. C'est comme ça que ça marche ou... C'est peut-être une question un peu perso, pardon. Hein, mais non, mais si, non, mais moi, ça marche comme ça, forcément, parce que vous, quand vous lisez, enfin, non, un lecteur, quand on est juste lecteur, le livre, on va le lire une fois, il va vous rester, mais après, nous, quand on est éditeur, le livre, on se le colte quand même pendant 1 an et demi, c'est-à-dire que on travaille sur le texte avec l'auteur en amont, qui vous fait des fois une première version, puis une deuxième, puis une troisième, puis une 8e, et puis après, une fois que c'est parti en fabrication, ça revient, il faut relire les épreuves ou pas les relire, mais en tout cas, et puis on continue à en entendre parler, puis il ne faut jamais se enfin, on se retrouve et puis après, il faut les présenter aux représentants, et puis avoir toujours
La foi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que Stéphanie disait au début, c'est on peut pas publier un livre qu'on trouve pas bien. Ça, c'est pas possible. Vous vivez avec on vit avec pendant vraiment longtemps. Donc, il faut que il faut que cette bascule, elle soit vraiment solide. Parce que sinon, ou alors, et ça arrive, je vais pas dire le contraire, hein, ou alors on s'en fout. Mais si on s'en fout, Ben moi, comme c'est avec mes sous que je les imprime et que je les vends. c'est ça. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même des métiers de passion, donc c'est Ça, difficile. Et puis s'en foutre vis-à-vis de l'auteur, c'est pas simple parce que l'auteur, quand il est français, c'est aussi la difficulté la difficulté ou le bonheur d'éditer des auteurs français. C'est que l'auteur, vous l'avez dans les baskets en permanence. Et que lui, il va passer son temps à aller voir à la librairie, chez machin, s'il y a son livre, et puis pourquoi. D'où l'intérêt de rééditer Simonin. Voilà, Décédé en 1980. Donc, on est tranquille. on en rit souvent parce que souvent on se dit qu'on devrait publier que des auteurs morts, on serait plus peinard, mais ce qui n'est pas vrai toujours. Non mais dans pardon, je te coupe, mais on en parlait tout à l'heure, dans la relation avec l'auteur, ce qui est difficile, c'est quand les auteurs français, on les a vraiment en direct, c'est d'être à la fois assez passionné et impliqué, et à la fois lui dire commence pas à choisir ta veste pour passer à la grande librairie. Parce que si vous lui dites tu risques pas passer à la grande librairie, il va dire tu crois pas dans mon succès, donc tu crois pas dans mon livre. Donc il faut à la fois lui dire oui, tu vas aller à la grande librairie, et ne pas s'emballer. Donc c'est toujours un peu un équilibre très délicat, puisque les auteurs, surtout quand ils publient leur premier roman, quand ils s'endorment, ils ont les yeux pleins d'étoiles, hein, forcément. Ils font ça pour avoir le maximum de lecteurs, la plupart. Même au bout de... Et plus ils sont connus, plus c'est dur. Pas toujours. Bonjour, j'aurais une remarque pour Pierre et une question pour Stéphanie. La remarque, c'est que je vois que vous avez mis le Dominique Delahaye là derrière, bombe. C'est pour vous d'ailleurs. Ah mais je l'ai moi, c'est bon. Merci. Juste pour dire à nos collègues que ça a été une vraie découverte. Hein. Lisez-le, en plus il se passe à Lyon et c'est un vrai bon roman noir. Une bonne surprise. Il est à la sortie. Par contre, au niveau correction, il faudra relire parce qu'il y a quand même des fautes qui font saigner des yeux dedans. Encore. Il en reste 2-3. Mais non, une vraie bonne surprise. Stéphanie, je voulais vous demander, avec votre passé dans d'autres maisons d'édition, qu'elles soient petites ou grosses, et en arrivant chez Gallimard dans la série noire, qui est quand même qui a une patte et une identité, vous allez faire quoi? Essayer de vous fondre dans le moule ou essayer d'amener votre patte en termes de choix et de... les deux. Enfin, ouais, c'est ça, je vais me fondre dans le moule, parce que le moule, il est quand même assez solide. Hein. Il faut pas... Enfin, c'est quand même... je vais peut-être pas être sympa, mais c'est pas... Même si c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas nominatif, mais le masque a une existence qui est peut-être plus discrète ces derniers temps. C'est quand même la collection qui survit à tout, la série noire, et à tout le monde. Donc, je pense que la série noire fait ses éditeurs plus que les éditeurs ne font la série noire, finalement. Donc, je vais essayer de me fondre dans le moule et puis d'apporter aussi des choses. Mais ça va pas être difficile parce que, parce qu'il y a Pouy et que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'adore travailler. On s'entend comme la roue en foire. Ferret, c'est pareil, je le connais depuis 15 ans. Même peut-être plus maintenant, presque 20, et donc je suis devenue son éditrice, mais j'étais sa pote avant, et je relisais ses textes avant d'être son éditrice, parce qu'on avait ce rapport sur ce qu'il écrivait. Il me demandait, parce qu'ils ont souvent besoin, les auteurs, donc il y a plein de... Ça va pas, de ce côté-là, ça va pas être compliqué pour moi de me couler dans le moule. Et puis après, voir ce que je vais être capable d'en faire. J'espère que je serai à la hauteur. Enfin, je vais faire ce que je sais faire le plus sincèrement possible. Et puis, je laisserai aux autres le rôle de juge. Mais, et sur l'étranger, parce que quand même, sur l'étranger, qui n'est donc pas ma spécialité, pas mon domaine, même si c'est un domaine qui m'intéresse énormément, et évidemment, je lis de la littérature étrangère. Comme c'est pas mon métier et que c'est un métier très différent d'être éditeur de romans étrangers,
me suis adjoint les services et l'aide d'une éditrice formidable de polar étrangers, qui est Marie-Caroline Aubert, qui a travaillé chez Au Masque pendant de nombreuses années, puis au Seuil, et qui est partie très récemment du Seuil pour venir me rejoindre à la Série Noire et s'occuper du polar étranger. Voilà. Donc, c'est l'éditrice de Déon Meyer, c'est l'éditrice de Philippe Kerr, paix à son âme, c'est l'éditrice de Ron Rash, et j'en oublie évidemment, mais voilà, et elle va s'occuper, parce que justement, elle sait pas s'occuper des auteurs français, c'est une catastrophe. Voilà, elle sait pas leur parler, et après, voilà. Donc, elle va faire son métier, elle va parler, voilà, elle va faire son métier et moi le mien, et j'espère qu'à nous deux, je pense qu'à nous deux, on devrait apporter dans cette collection plein de belles choses. Est-ce qu'il reste des questions ? Ah, donc pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, est-ce qu'il y a des pépites qui sont parties ailleurs, en gros ? Ouais. Enfin oui, non mais Pierre il disait qu'on pouvait pas, parfois on lit des textes formidables et qu'on ne peut pas publier parce que ça ne correspond pas c'est pas au bon endroit, parce que c'est ça aussi, hein, c'est un texte, il faut qu'il soit au bon endroit. Donc ouais, il y a des textes formidables dont on se dit en fait c'est pas le bon endroit. Chez Gallimard, je peux pas encore vous dire, mais chez Albin, il y a des trucs que j'ai vu passer, donc je me suis dit ça sert à rien de les faire chez Albin, ils auront pas d'existence, enfin c'est pas là qu'on ira, les lecteurs iront pas les chercher là. Donc je les ai pas fait. Il y a des choses qui ont été publiées avec grand succès que j'avais refusées parce que je les trouvais, enfin elles étaient pas à mon goût, je me sentais pas capable de les porter, elles n'étaient pas à mon goût. Et des pépites, oui, bien sûr, il y a des trucs qu'on laisse filer, mais en fait, ce qui est important, moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est que ce qui est important, c'est qu'un texte qui est bien, il existe. Si c'est vous qui le faites exister, c'est formidable. Si c'est Pierre, c'est génial. Voilà, si ça existe, c'est ça qui est bien. Enfin, moi, si j'avais trouvé une pépite que j'ai refusée et qui est du succès ailleurs, je serais malade, alors là. Pour le moment, ça m'est jamais arrivé. On me dit que ça va m'arriver, c'est le signe de... Je gagnerai en maturité, mais ah non. Non, j'ai oui, des choses qui sont parties ailleurs, mais des choses que j'ai refusées et qui ont eu grand succès, non, Dieu merci, pas encore. Sinon, alors là, ouais. Donc il y aurait eu du succès publié en l'état, puisque ça, là aussi, puisqu'on a parlé du travail de l'éditeur. Il y a aussi, ils travaillent. Oui, voilà, ils ont peut-être publié différemment, avec un travail différent. Voilà. Dernier regard vers la salle pour savoir s'il y a des questions. La dernière question, voilà, je savais bien. Attendez, le micro va arriver comme ça. Oui, merci. Enfin, ma question, elle est destinée pour les deux éditeurs, en fait. Quand vous lisez, en fait, votre métier de lecteur, vous lisez, c'est d'abord un texte ou d'abord une histoire, ou d'abord le tout. C'est quoi qui vous intéresse en fait? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est polar ou parce que on pourrait le mettre dans le polar ou voilà, donc c'est le choix du genre. Voilà. Ça va vous sembler être encore plus imposteur que vous l'imaginez en entrant dans la salle, mais moi je lis et si ça me plaît quoi. Donc je prends souvent l'exemple du test des transports en commun. Si je le lis dans le métro, que j'ai envie de tourner les pages, c'est quand même bon signe. Et j'avoue que c'est souvent après que je me pose la question de savoir, tiens zut, il n'y a pas de mort dedans. Ça va être compliqué de vendre ça comme un roman noir, alors on va le vendre en littérature, enfin voilà, mais c'est très subjectif. Après, évidemment, on peut analyser, il y a l'histoire, il y a les personnages, la psychologie des personnages, il y a l'écriture, il y a la langue, mais le tout fait que vous avez un livre ou pas, et un livre au moment où vous le lisez. Et je ne considère pas du tout avoir la science infuse. Des fois je me dis même tel manuscrit que j'ai lu il y a un an, je le relirai maintenant, ça me plairait, ou je vais le lire à un autre moment de la journée, ça va me plaire. Donc c'est vraiment très très subjectif et très, très aléatoire. Bah, je vais faire la même réponse. Enfin, je peux faire la même réponse que Pierre, mais c'est pareil que pour vous. Enfin, vous êtes des lecteurs
finalement, vous pouvez... Avec lecteurs, avec des choses comme ça. On lit d'abord, oui, c'est vrai pour nous-mêmes, mais aussi dans une visée un peu de médiation autre que celle de... Enfin, non, pas... Si, ouais, mais en fait, si. Alors, on lit et on est attrapé parfois on est attrapé par l'histoire, parfois par la langue, parfois par les personnages. En fait, ça peut être plein de choses qui vous attrapent dans un bouquin et qui font qu'il n'y a pas une porte d'entrée. Enfin, en tout cas... Et puis, si, alors forcément, moi, pour la série noire, je vais être amenée à me poser la question de savoir si c'est pour moi ou pas pour moi. Mais je me la suis toujours posée et du coup, il y a toujours la possibilité pour un éditeur, même si on n'a pas même si on n'est pas maître à bord complètement, de faire des textes chez Albin. Et je sais que c'est possible aussi chez Gallimard. Chez Albin, ça m'est arrivé d'avoir des textes qui n'étaient pas des polars, d'en être l'éditrice et que ça sorte avec une couverture qui était une couverture blanche. Voilà. Ça... Mais quand je serai assez grande, je serai comme Pierre Fournier, je serai maître chez moi. C'est le scoop. Oui, ça me laisse encore un peu de temps. Il est beaucoup plus vieux. Bien, Donc, c'est avant bien. de partir, ne ratez pas à la sortie. Ça, c'est le côté VRP. Donc Bombe, le roman noir à Lyon, sélectionné prix des lecteurs Ouais. Quai du Polar 2018. Un nouveau format d'un auteur que connaît bien Stéphanie Delestrée, puisqu'elle le publie chez Albin Michel. Et elle ne désespère pas de le publier. Et donc c'est une novella d'Antonin Varenne qui a eu le prix Quai du Polar en 2013 ou 14, je crois. Je sais pas, je suis Alors, en fait, c'est pas du bio, c'est du circuit court, là. On est vraiment... Une novella. Une novella. Mais c'est pas nouveau. Et alors celui-ci, ne vous arrêtez pas à cette couverture sexiste, qu'on m'a trouvé sexiste, en fait, qui est un hommage aux publications de Boris Vian chez Christian Bourgois, et qui est écrit par Luc Chomara, qui a eu le Grand Prix de littérature policière. Alors celui-ci, comme son nom l'indique, ce n'est pas un polar, c'est les réflexions métaphysiques d'un auteur qui en a marre de ne pas avoir de succès et qui cherche justement à écrire le polar de l'été, le polar que tout le monde s'arrachera. Et ça parle de lecture, ça parle de son enfance, ça parle de son rapport au livre. Donc celui-là, il est vraiment pour vous aussi. Puis elle est nouveau, là. Ah oui, puis il y a les autres... Non, mais celui-là, on ne le distribue ouais. pas. Celui-là, faut l'acheter. Voilà. Mais, voilà, ça permet quand même d'indiquer les autres. Avec un très beau changement de maquette. Voilà. Voilà, avec Jérôme Leroy qui sera à Quai du Un Polar auteur dès de la demain, série noire. un auteur de la série noire et qui fait donc une novella chez nous. Un des grands noms du polar français aujourd'hui. Voilà. Je me permets juste une petite précision par rapport à la méthode de distribution. Il y a donc bien 4 titres. Il n'y a pas un exemplaire de chaque titre pour chaque personne. Battez-vous. Donc le principe va être le suivant. À quelques-uns, on va distribuer par rangée des piles d'ouvrages en mettant plusieurs de chaque, mais voilà, il y a encore une fois pas un pour chacun. Donc vivez ça plutôt comme une belle rencontre avec l'ouvrage que vous allez récupérer, qu'un vrai choix, mais on ne doute pas que chaque ouvrage sera très intéressant. Voilà. Et on va opérer cette distribution pendant qu'on fait le changement de plateau. Les 2 intervenants de la dernière session sont en train d'arriver. Voilà, donc petite distraction, on distribue et merci de votre compréhension du fait de ne pas avoir chacun un exemplaire de chaque. Donc, rangez les battes de baseball hein, tout de suite. Merci en tout cas à Pierre et merci à Stéphanie. Merci. Merci à vous.